À la veille de l'ouverture du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015, les interrogations sont encore nombreuses. Comment les choses vont se passer à la salle de banquet qui accueille le procès? Le tribunal militaire sera-t-il impartial? Les verdicts seront-ils acceptés? Les enjeux sont nombreux, les défis réels. C'est ce que nous explique Roméo Koyota dans un dossier. Ce sera pour tout à l'heure. Anatole Bokungu prend la tête de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail. C'était au thème du congrès extraordinaire de ce parti tenu ce week-end. Et puis, pour notre chronique éco de ce lundi, on reparle du budget 2017 qui n'a pas atteint tous ses objectifs. Quelles en sont les raisons? L'économiste du FASO nous donne la réponse dans sa parution de cette semaine. Voilà pour le sommaire. Un invité dans ce journal, nous recevrons le chef du projet Africalia, Félix Sadon, viendra nous parler notamment du bilan de l'édition 2018 qui s'est achevé ce 23 février. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous sommes lundi 26 février 2018. Il est environ 19h32. Dans quelques heures va débuter l'un des procès les plus attendus de l'histoire récente du Burkina. Vous le savez, demain, mardi 27 février, s'ouvre le procès du putsch manqué de septembre 2015. Parmi les 84 accusés, 2 cristallisent les attentions. Les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré, des pontes du régime déchu de Blaise Compaoré. Il faut le dire, la pression est énorme sur le tribunal militaire qui joue peut-être ici sa crédibilité. Et même au-delà, c'est la démocratie burkinabé qui sera mise à l'épreuve avec cette question. Les différentes parties vont-elles accepter les verdicts au terme du jugement? Gros enjeu donc et énorme défi pour ce procès. Roméo Koyota nous plante les décors. Le procès Gilbert Diendéré et 83 autres, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015, ce rendez-vous judiciaire qui cristallise toutes les attentions. Depuis que la date a été fixée au 27 février 2018, tout le monde retient son souffle. Finalement, l'heure de vérité, c'est pour demain, ici même dans la salle de banquet de Ouaga 2000, aménagée pour la circonstance. Les plus passionnés parlent de procès du siècle au Burkina Faso, tant les enjeux sont multiples. La justice burkinabé est face à son destin, de l'issue de ce jugement dépendra sa crédibilité. Un grand défi à relever, d'autant plus qu'il y a des soupçons d'impartialité qui pèsent déjà sur la justice militaire. Avec le remplacement du juge Jean-Marie Ouattara à la présidence de la chambre de contrôle du tribunal militaire, la NAFA, le parti qui soutient le général Djibril Bassolé, s'inquiète d'une immixtion politicienne dans la procédure. Comment peut-on relever un magistrat qui est en charge d'un dossier à quelques semaines d'un procès qui est en train de venir parce que tout simplement, il a dit le droit en faveur de quelqu'un qui est sur laquelle il y a une présomption d'innocence. La réaction du ministre de la Justice ne s'est pas fait attendre. René Bagoro refuse de parler de révocation. Pour lui, il s'agit plutôt d'un non-renouvellement de mandat, étant donné que celui du juge Jean-Marie Ouattara est arrivé à terme. 2 jours seulement après la sortie de la NAFA, c'est le MPP, le parti au pouvoir, qui donne la réplique. Simon Compaoré, président par intérim du parti, dénonce une agitation fébrile qui consisterait à préparer l'opinion publique à la révolte en cas de condamnation de leur champion. Chacun attise la tension, soupçonnant l'autre de manigance. L'autre grand défi concerne les questions pratiques de la tenue du procès, avec notamment la publication de la liste des témoins qui enflamme les réseaux sociaux. On peut citer entre autres Tilinabo Mouchengi, ancien ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, Gilles Thibault, l'ex-ambassadeur de France, le cardinal Philippe Ouedraogo, le Moro Naba Bangogo, Yacouba Isaac Dida actuellement au Canada et le général Pengrenoma Zagré, ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. La plupart étant hors de nos frontières, beaucoup se demandent si toutes ces personnalités vont se présenter à la barre. Que se passerait-il si la défense souhaiterait entendre de hautes personnalités comme le Moro Naba et le cardinal Philippe Ouedraogo? En tout cas, au sein des organisations de la société civile, on n'imagine pas un procès sans Zida et Zagré. Que les autorités politiques, notamment le président Kaboré, prennent les dispositions nécessaires afin que le général Zagré puisse rentrer au pays. Parce qu'aux premières heures, c'est lui qui était toujours derrière le général Gilbert Diendéré. En tant que chef d'état-major général des armées au moment des faits, certains pensent qu'il serait l'une des boîtes noires de ce coup d'état manqué. Le procès est délocalisé dans la salle de conférence de Ouaga 2000 et ouvert à tous. Là aussi, ça fait grogner. Certains se demandent si cela n'augmenterait pas les risques de perturbation. Selon le parti au pouvoir, des gens seraient instrumentalisés pour empêcher la tenue du procès. Il y a des gens aujourd'hui
qui depuis que le procès semble s'annoncer, que la procédure semble s'accélérer, il y a des gens qui ont tenté, et c'est devant vous, publiquement, tenté de faire des blocages. Dans les grains, nous apprenons que voilà, il y a des zones qui sont en train de s'organiser, surtout du côté de Nagrin, où du riz même est en train même d'être stocké pour alimenter des jeunes qui, dès les premières heures de l'ouverture du procès, vont prendre d'assaut la salle de conférence de Ouaga 2000 pour huer les prévenus. En face, les mêmes accusations sont portées. Le pouvoir est aussi accusé de manœuvres pour empêcher les deux généraux de parler. Il pourrait avoir des surprises sur les implications dans ce putsch. Les anti-Diendéré et Bassolé balancent de nouvelles bandes sonores sur les réseaux sociaux dans l'espoir qu'elles impactent l'opinion et le jugement. Selon la lettre du continent, le patron de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, sans nier les faits, compte axer sa défense sur la nécessité, à travers cette forfaiture, de rétablir un certain ordre face aux arrestations arbitraires et à l'exclusion de certains candidats au vote. Il s'est entouré d'une armada d'avocats pour sa défense. L'autre grande figure de ce procès, Djibril Bassolé, s'est lui aussi préparé en conséquence avec une escadrille d'avocats. Si le procès se déroule dans de bonnes conditions et que des verdicts sont rendus, l'autre grand pari serait l'acceptation des décisions rendues. On se souvient encore de cette avalanche de contestation suite à la liberté provisoire accordée au général Djibril Bassolé. Des coupables tout trouvés pour les uns, un procès politique pour les autres. Une chose est sûre, ce procès constitue un baromètre de l'état de la démocratie au Burkina Faso. Rendez-vous ce 27 février pour l'ouverture de ce procès sous haute tension et certainement sous haute sécurité. Un procès qui risque d'être marathon. Voilà, rendez-vous donc demain 27 février à la salle des banquets de Ouaga 2000. En attendant l'ouverture de ce procès, la vie politique, elle, suit son cours. Ce week-end, l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, a changé de président au terme d'un congrès extraordinaire. Anatole Bokungu, le député maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, a été porté à la tête du parti. Abdourazak Traoré. Salle du Sénasa archi comble ces 24 et 25 février 2018. Une mobilisation à la hauteur des ambitions de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail qui est de s'implanter partout au Burkina Faso. Ils sont venus des 4 coins du pays pour prendre part à ce congrès extraordinaire du parti, désormais dirigé par le député maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Anatole Bokungu salue le renouvellement du bureau exécutif composé de 39 membres et 3 commissaires aux comptes. Les jeunes se taillent une part belle dans ce nouveau bureau. Il y a l'usure. Je suis appelé aussi à céder la place à la nouvelle génération. Et pour nous, nous devons faire en sorte que les jeunes s'impliquent davantage et que la jeunesse prenne en main l'ODT, parce qu'ils sont aussi solides, plus solides que moi qui vous parle, plus solides que mon grand frère Sawadogo. Et c'est ce que nous avons voulu, c'est ce que les congressistes ont souhaité. Et en tout cas, plus de 70% sont des jeunes et ils doivent vitalement mailler tout le territoire national par tous les moyens pour pouvoir implanter le parti. Et c'est un engagement que nous avons pris. Un congrès pour affronter les échéances électorales à venir. Et pour relever le défi, le parti membre de la majorité présidentielle estime que la conscience citoyenne doit être de mise et cela passe par une exemplarité au plus haut niveau. Sinon, voyez-vous ce qui se passe actuellement au Burkina. Vous ne passerez pas une journée tant qu'on ne vous dise ah, ici on a barré une route, par là il y a une situation, on est en train de descendre de pneus par là. Je crois qu'au niveau de la base, il faut que les gens prennent conscience, qu'ils aient une conscience citoyenne. Au niveau du sommet également, il faut une gouvernance vertueuse. Et c'est les deux conjugués qui peuvent véritablement, en tout cas, sortir notre Burkina de ce que nous vivons. Anatole Bokungu et son équipe comptent sur la base pour réussir leur mission première, implanter l'ODT au maximum sur le territoire national. Pour l'atteinte de cet objectif, ils souhaitent avoir des collaborateurs combattants au front sur le terrain et non de responsables de partis de salon. Fin de citation.
22 ans qu'un ressortissant de la province du Naouri n'avait pas été dans un gouvernement. Eh bien, maintenant, c'est chose faite. Le ministre des Sports et Loisirs, Daouda Azoupio, est donc retourné auprès des siens pour recueillir bénédictions et conseils. On peut dire, sans risque de se tromper, que c'est l'ensemble des forces vives de Pau qui s'est mobilisé pour la circonstance. Abdoulaziz Saré, Abdourazak Traoré. Sous des gouttes de pluie et dans l'ambiance, les populations de la province du Naouri attendent impatiemment le natif de la localité nouvellement nommé ministre en charge des sports. À son arrivée à Pau ce 24 février, Daouda Azoupio est accueilli en triomphe par ses parents et amis. Il est escorté par des motards jusqu'au domicile de son père, où il est reçu par sa mère, puis il se rend à la grande mosquée de la ville pour recevoir des bénédictions de la part de l'imam, et ensuite à l'église catholique où il prend part à une séance de prière avec le curé. Le nouveau ministre a besoin du soutien de Dieu dans l'exercice de ses fonctions. Alors, cette visite que j'ai effectuée à Pau ce matin, c'est dans le but de venir saluer les populations, remercier les populations et demander des bénédictions. Des bénédictions pour que je puisse conduire avec succès la mission à me confier. Nous dirons vraiment merci à son Excellence, Monsieur le Président du FASO, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, de cette opportunité qu'il a donnée à toute la province. C'est la voix de toute la province. Donc les grands imams, la communauté de l'ensemble de tous les musulmans, ils l'ont dit merci et on les souhaite bon vent dans leur fonction. Nous sommes très heureux de la visite de Monsieur le ministre. En tant que communauté religieuse, il est venu pour nous saluer. Nous avons été très heureux de cette visite. Nous lui avons exprimé notre gratitude pour ce qu'il a fait en pensant à nous. Et nous lui avons aussi dit de se rassurer de notre prière à son égard, afin que les Seigneurs puissent l'accompagner dans cette nouvelle mission. Après toutes ces étapes, le ministre et les populations se retrouvent au sein de la mairie pour échanger sur les nombreux défis à relever dans le département des sports. Et parmi ces défis, on a la construction d'infrastructures de sport et de loisirs, la formation à la base pour l'émergence de talents qui vont devenir des champions. Le président du FASO l'a si bien dit, les meilleurs champions dans toutes les disciplines confondues sont les meilleurs ambassadeurs du Burkina Faso hors de nos frontières. Pour l'atteinte de ces objectifs, Daouda Azoupio demande à ses collaborateurs et aux populations de s'impliquer davantage dans la politique nationale du sport et des loisirs. Que ce soit l'Union nationale des supporters des étalons, que ce soit l'ensemble des cadres qui sont passés à la tête de ce ministère. J'attends de tous ces gens qu'ils mettent leur expérience au profit de la politique nationale des sports et des loisirs qui a été adoptée le 8 novembre 2017. J'invite alors les populations à rajeunir les équipes. Quant à nous, nous allons développer l'expertise pour les assister. Et pour clore les échanges en beauté, le ministre a remis officiellement des ballons de football, de handball et de basketball au maire de la commune. Nous ouvrons notre chapitre économie avec ce taux. Au moins 15%, c'est la part du budget que chaque État membre de la CEDEAO doit allouer au secteur de la santé de son pays. Mais le Burkina Faso peine à tenir cet engagement. Une situation qui amène le FOSCAO, le Forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, à engager des actions sur le terrain pour attirer l'attention de l'État. Caroline Yoda. Au nombre des actions menées par le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest pour l'augmentation des ressources budgétaires allouées à la santé au Burkina Faso, il y a cette étude. Une étude commanditée par le FOSCAO section du Burkina Faso dans le cadre du projet sur la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest. Elle met à nu les réalités budgétaires dans le secteur de la santé. Qui démontre que au Burkina Faso, il y a beaucoup de pertes d'argent. C'est-à-dire que si on revoit les fiscalités,
le système de recouvrement fiscal au Burkina Faso, cela permet de recouvrer beaucoup d'argent et par conséquent de prendre en charge certains secteurs. Et aussi, c'est une volonté politique, tout est volonté politique. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressources qui vont au secteur de la défense et de la sécurité, par exemple. Donc c'est une question de priorité. Et si on pense que la santé est prioritaire, on accorderait très aisément les 15%, quitte à ce que certains départements souffrent quelque temps, et le temps que nous puissions avoir des infrastructures bien consolidées au niveau de la santé et de revenir pour les permettre aussi d'avoir en fait ce qu'ils veulent. Ces résultats sont présentés ce 23 février à Ouagadougou lors du forum des parties prenantes sur l'allocation de ressources au secteur de la santé. Représenté à l'atelier à travers son département de la gouvernance sociale, le Premier ministère salue l'initiative du FOSCA-OBF et rassure quant au traitement qui sera fait des conclusions du forum. Ce forum ne tombera pas dans les oreilles d'un sou et je puis vous rassurer qu'à travers la récente adoption de la loi hospitalo-universitaire, l'État s'est engagé résolument à consacrer des efforts supplémentaires au développement de la santé de la population. Donc il n'existe aucun doute quant à la volonté réelle. Et si vous avez bien écouté son Excellence le président du Faso dans son discours à la nation, il en a fait cas. Donc pour montrer combien de fois il attache du prix à la santé de la population. Sans santé, il n'y a pas à avoir de développement. Mais la réalité est que 17 ans après le sommet d'Abuja sur le VIH-Sida, qui avait abouti à la décision des chefs d'État africains de consacrer au moins 15% de leur budget national annuel à la santé, la cible n'est toujours pas atteinte au Burkina Faso. En 2017, le taux était de 10,11% d'après le FOSCAO. Le présent forum vise donc à amener le gouvernement à presser le pas en s'engageant à augmenter annuellement, ne serait-ce que de 2%, les ressources dédiées à la santé. Le budget 2017 a connu un manque d'environ 500 milliards de francs CFA par rapport à ses objectifs initiaux, une défaillance à mettre au compte des différentes crises sociales qui ont émaillé l'année écoulée. C'est ce que nous rapporte l'hebdomadaire L'économiste du Faso de cette semaine, qui attire l'attention sur la nécessité d'en tirer les leçons pour un budget 2018 plus efficace. C'est le sujet de notre chronique éco signée Alfred Thioye. Sur plus de 2000 milliards 36 millions de francs CFA attendus, seulement 1000 milliards 592 millions sont enregistrés. Le budget de l'État 2017 n'aura pas rempli toutes les attentes en termes de recettes, contraignant l'exécutif à opérer des réajustements. Les recettes qui étaient prévues au départ à 2000 milliards ont été revues entre-temps à 1799 milliards. Et malgré cela, ces recettes n'ont pas été couvertes. Donc c'est le constat qu'on fait. Les dépenses aussi ont été revues à la baisse lors de la relecture de la loi. On est passé de 2045 milliards à pratiquement 2116 finalement à l'exécution finale. Donc on a revu en baisse les recettes, on a revu en baisse les dépenses, mais il se trouve toujours qu'on a eu un gap de près de plus de 500 milliards. Ce gap est dû aux emprunts consentis par l'État burkinabé pour combler le déficit, une situation imputable à l'avalanche de crises successives dans les services de l'État. On enregistre près de 100 jours de cessation de travail dans la fonction publique. Pourtant, la masse salariale représente à elle seule 52,07% des recettes. Vous avez vu ce qu'a été l'année 2017. Elle ressemble plus ou moins à l'année 2016. Marqué par un certain nombre de mouvements sociaux. Et vous avez vu aussi qu'il y a des rapports qui sont sortis l'année dernière qui ont montré qu'il y a eu près de 100 jours non travaillés au niveau de la fonction publique. Donc tout ça, ça crée des manques à gagner au niveau des régies, des recettes de l'État.
Bon, il y a une seule qui s'en sort pour 2017, notamment le Trésor, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Là. Et ils s'en sortent avec plus de 100%, 123% de réalisation, ce qui n'est pas le cas par exemple pour la douane et pour les impôts, qui même si en volume, c'est-à-dire en termes de performance, ils progressent, en termes de volume, ils progressent, mais l'objectif assigné, ils n'ont pas pu l'atteindre. Au regard de ce qui précède, le Conseil des ministres, en sa session du 14 février, a instruit les membres du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour une meilleure exécution du budget en cours, ce qui devrait permettre de procéder aux ajustements pour que le budget 2018 soit un budget réaliste. Voilà, à présent, place à notre invité Félix Sanon qui vient nous parler d'Africalia 2018 qui s'est achevé ce 23 février. Félix Sanon est le coordonnateur d'Africalia. Monsieur Sanon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'était un plaisir. Africalia, c'est terminé pour 2018, depuis le 23 février. Il faut dire que pour la première fois, vous avez eu la participation du chef de l'État. Exactement, je pense que je suis, en tant que coordonnateur du Forum Africalia, un homme doublement heureux. Pourquoi? Parce que d'abord, Félix, vous ne savez pas, Félix, ça veut dire heureux. Ah, d'accord. Heureux. Ensuite, parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous avons été honorés pour la première fois de recevoir le chef de l'État à la cérémonie d'ouverture du Forum Africalia. Heureux parce que nous nous étions fixés comme objectif de réunir au moins 400 entreprises d'une vingtaine de pays du monde. Et cet objectif a été largement atteint, parce que nous avons enregistré la participation au départ de 660 entreprises, mais au final, je peux vous dire qu'au moins 700 participants étaient au Forum Africalia. Donc de 400 entreprises attendues, on a eu en fin de compte 700 entreprises. Plus de 700, je dois préciser. Ça n'a pas causé des problèmes au niveau de l'organisation, de la logistique? Exactement. Ben là, le fait que nous soyons passés à autant de participants a révélé quand même les limites au niveau de la capacité logistique de notre pays. Ceux qui ont participé au forum ont constaté que nous avons été obligés d'organiser des rencontres B2B dans des petites salles, ce qui n'a pas été facile pour certains participants de pouvoir retrouver les tables sur lesquelles ils devraient avoir leur rendez-vous d'affaires. Donc ça, c'est quand même un souci pour lequel nous devons travailler. Pour les prochaines fois. Justement, pour ces rencontres B2B, est-ce que ça a accouché de certains partenariats déjà dont vous êtes informés? Non, au stade actuel, il nous est difficile de vous dire exactement les partenariats qui ont été conclus, mais je puis déjà vous dire que de l'évaluation que nous avons faite de ces rencontres B2B, 86% de ces rencontres-là ont été jugées satisfaisantes par les participants. Ça veut dire que ces rendez-vous peuvent aboutir à des partenariats gagnant-gagnant pour ces entreprises. Alors, ces 700 entreprises sont venues de presque tous les continents? Alors, je ne parle pas de 700 entreprises, je dis 700 participants. 700 participants. Mais ces 700 participants venaient de 19 pays du monde et représentaient en gros 508 entreprises. Ouais, donc 700 participants pour 508 entreprises et qui sont venus de divers parties du monde. Exactement. Donc, vous concluez que ça a été un succès? Tantôt, je pense que Africalia 2018 a été l'un des forums les plus réussis que nous ayons jamais organisés depuis la création du forum Africalia. En termes de satisfaction, je peux vous dire que 93% des participants à cette édition ont jugé satisfaisant aussi bien l'organisation que les rencontres d'affaires auxquelles ils ont pu participer. Étant donné que la perfection est difficilement atteignable et qu'il n'y a pas eu quelques ratés, quelques difficultés auxquelles vous devez vous attaquer pour les prochaines fois, par exemple? Pas vraiment. Comme je l'ai dit, notre gros défi, c'est au niveau de la logistique. C'est là où nous avons compris que le forum a grandi aujourd'hui. 5 ans après, le nombre de participants ne fait qu'augmenter. Je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, la plus forte participation que nous avions enregistrée, c'était en 2014, avec 608 participants. Déjà à l'époque, on avait compris qu'on pourrait avoir des soucis logistiques si le nombre était plus élevé. Et là, c'est le plus gros défi auquel nous sommes confrontés. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour la prochaine édition. Alors concrètement, est-ce que les entreprises burkinabées, les PME burkinabées se sont mobilisées pour ce Africalia-là?
Oui, nous avons enregistré la participation de 280 entreprises du Burkina Faso donc sur les 660 participants que nous avions enregistrés dès le départ. Presque la moitié. Presque la moitié, ce qui est normal parce que ça ne se passe chez nous. Oui. Et pour les préparer, je dois dire que la Chambre de commerce, nous avons organisé le samedi, juste avant le forum, une séance d'information et de sensibilisation pour les permettre de mieux profiter donc, de ce forum-là. Alors Africalia est en train de grandir, vous venez de le dire. Pour la prochaine édition, vous déménagez à Abidjan? On ne déménage pas. Je dois préciser que dès la création donc, du forum en 2010, surtout la Chambre de commerce avait décidé que ce serait un forum tournant dans les pays de la sous-région. Aujourd'hui, 5 éditions après au Burkina, on peut dire que le forum aujourd'hui a une base solide et peut aller se faire dans d'autres pays. Mais je précise qu'en allant en Côte d'Ivoire, le forum sera organisé par la Chambre de commerce en collaboration avec la Chambre de commerce du Burkina à nos conditions. Je sais que j'ai eu beaucoup d'interrogations, les gens se posent des questions. Est-ce que le forum ne va pas vous échapper? J'ai dit non. La marque Africalia a été déposée auprès de l'OAPI et appartient à la Chambre de commerce. Donc le forum, si on le délocalise, il sera organisé dans d'autres pays avec la Chambre de commerce du Burkina et selon les conditions du Burkina. Ce n'est pas une délocalisation définitive. Non, c'est nous qui allons fixer un cahier de charges donc à ces pays-là. Donc 2019, c'est Abidjan, 2020, ce sera toujours à Ouaga. Peut-être 2021. Exactement, 2021. Pas seulement burkinabé, je dirais ouest africain. Okay, tout à fait. Voilà, parce qu'il a été créé pour l'Afrique de l'Ouest. Piloté par le Burkina. Exactement. Donc 2021, probablement dans un autre pays, mais l'édition 2022, c'était toujours au Burkina. Alors, quels sont au niveau de la prochaine édition, y a-t-il des innovations déjà entrevues? Il appartient donc à la Côte d'Ivoire de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter comme plus à Africalia. Vous avez vu cette année, nous avons fait un clin d'œil spécial aux femmes chefs d'entreprise et aux jeunes de moins de 35 ans en les permettant de s'inscrire à un tarif réduit de 200 000 francs CFA pendant que les autres payaient 260 000 francs CFA. Donc il appartient à la Chambre de Côte d'Ivoire de voir dans quelle mesure elle peut apporter d'autres innovations. Le forum, le concept ne change pas, mais rien n'empêche qu'une Chambre de commerce qui l'organise peut apporter des innovations. Merci M. Félix d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de prendre nos questions. Merci bien. Voilà, nous poursuivons ce journal. Je rappelle que nous recevions M. Félix Sanon, coordonnateur de Africalia. L'État burkinabé a décidé de se doter d'un référentiel de gestion de son patrimoine immobilier et de l'équipement pour des impératifs d'organisation. Le document a été soumis à examination aux acteurs concernés au cours d'un atelier. John-William Sonda. La question de la gestion du patrimoine immobilier et de l'équipement de l'État au centre des préoccupations de la direction des affaires immobilières et de l'équipement. Entre les différentes mutations de l'administration publique marquées notamment par la croissance des effectifs et les besoins en matière immobilière et de l'équipement, l'État burkinabé fait face à un éparpillement de son patrimoine. Et pour y faire face, la direction des affaires immobilières et de l'équipement de l'État s'est penchée sur la question au cours d'un atelier le jeudi 22 février dernier. Il faut dire que depuis les indépendances, la gouvernance du patrimoine non financier de l'État, c'est-à-dire le patrimoine mobilier et immobilier, a toujours constitué une préoccupation de tous les gouvernements qui se sont succédés. Donc il s'en est suivi une série de réformes institutionnelles qui malheureusement n'ont pas été accompagnées d'une stratégie en matière d'orientation et d'intervention dans le domaine. Obligé de recourir au secteur privé pour satisfaire ses besoins en matière immobilière, l'État burkinabé a vu ses charges locatives passer de 3 à 6 milliards de nos francs entre 2010 et 2015. Une explosion des charges que l'État avait réduit en mettant progressivement fin à certains baux. Oui, c'est ce que nous recherchons à travers l'adoption de ces deux référentiels, c'est-à-dire le document de la politique immobilière et la politique de l'équipement de l'État. Parce qu'effectivement, comme on le constate, face à l'absence d'une vision prospective dans le domaine, il y a une floraison, un éparpillement des services publics vraiment à l'intérieur de la ville. Quand vous prenez une ville comme Ouagadougou, et qui vraiment ne satisfait pas les besoins de l'administration, et qui se traduit même par une augmentation des charges locatives. Et on a constaté un doublement de salaire de 2010 à 2015.
À terme, le nouveau référentiel de gestion du patrimoine immobilier et de l'équipement devra permettre à l'État burkinabé de rationaliser ses dépenses tout en répondant au mieux aux besoins des structures administratives pour l'amélioration du service public. La journée internationale de la femme, c'est le 8 mars prochain. Au Burkina Faso, on veut apporter des innovations dans l'organisation. On a par exemple décidé de la célébrer conjointement avec le Forum national des femmes. Safia Toubalima, Luc Pabelgem. Accroître la participation des femmes à la gouvernance politique, administrative et économique au Burkina Faso, tel est l'objectif poursuivi par le ministère en charge de la femme à travers des critiques qui ont porté sur la journée internationale de la femme dans les années antérieures au Burkina Faso. Des innovations sont faites pour cette année. Elle va être marquée par une célébration conjointe avec le Forum national des femmes. Cette année, mon département a introduit des réformes dans l'organisation de la journée internationale de la femme en prenant en compte des critiques exprimées par différents acteurs. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille entend commémorer la Journée internationale de la femme le 8 mars 2018, conjointement avec le Forum national des femmes. Les principales réformes envisagées dans le cadre de l'organisation du Forum national des femmes du 8 mars se déclinent comme suit. La suppression de la parade. L'organisation d'un dialogue direct le 8 mars 2018 entre les femmes et le président du Faso en présence des membres du gouvernement au cours duquel une déléguée de chaque région présentera les 3 priorités de sa région. Cette journée qui fait la promotion de l'émancipation de la femme donne l'occasion aux différents acteurs de dégager des perspectives et ces perspectives se feront au profit des femmes. Cette commémoration permettra à mon département ainsi qu'à tous les partenaires publics et privés de faire l'état des lieux de la participation des femmes à la gouvernance politique, administrative et économique. D'identifier des préoccupations majeures des femmes et formuler des recommandations pour une meilleure représentation des femmes dans la gouvernance politique, administrative et économique. Sensibiliser la communauté sur l'importance de la prise en compte des femmes dans tous les domaines de la gouvernance. La participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème qui va être au cœur des échanges entre les différentes parties prenantes de la commémoration de cette journée. De la culture, pour terminer, depuis ce 24 février a débuté le Festival international des masques de Dédougou. Jusqu'au 3 mars prochain, ce sont 60 sociétés de masques de feuilles, de fibres et de tissus venus de 6 pays africains qui vont rivaliser à travers des danses cette 14e édition du festival. C'est aussi le forum scientifique sur le masque africain, les expositions et aussi la rue marchande. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Mamounata Kabouré. Des masques qui rivalisent de talent à Dédougou. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture du festival, le Festival international des masques et des arts de Dédougou. L'ouverture du festival, c'est également la danse des sociétés de masques prises individuellement, comme les Angbeto du Bénin et du Togo, et ceux de la région de la boucle du Mouroun, notamment les masques de Mamou et de Paradé, qui ont tenu en haleine population et autorités, venus témoigner leur attachement à la culture. Le masque, de manière générale, est présent dans nos sociétés. Et dans nos sociétés, le masque a joué un rôle important dans nos cultures, dans les mythes qui ont structuré nos peuples, les mythes qui ont structuré nos sociétés et qui continuent à les structurer. C'est pourquoi il est important que nous préservions ce patrimoine important de notre culture. Et c'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui pour prendre part à cet important festival, pour marquer encore une fois l'attachement du gouvernement à la préservation de notre patrimoine culturel. C'est cette même culture que le défunt réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo défendait à travers ses œuvres cinématographiques et c'est le lieu de lui rendre hommage une fois de plus. Au moment où s'ouvre ce festival patrimonial des masques et des arts, l'Afrique entière et le monde du cinéma s'associent pour donner le dernier clap à une figure emblématique qui a toujours fait la fierté du cinéma africain.
Il s'agit de notre frère, de nos compatriotes, Idrissa Ouedraogo, arraché brutalement à notre affection. Le Festima, c'est 20 ans de promotion et de sauvegarde du masque africain et eu égard au fort potentiel culturel et touristique de ce patrimoine, il était temps pour le Festima de montrer son apport aux industries culturelles. Cette 14e édition du Festival international des masques et des arts du Dédougou s'inscrit essentiellement dans l'atteinte des ODD, objectifs du développement durable, et du programme national du développement économique et social, à savoir, d'ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux. Développer un secteur industriel et artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents. L'enjeu de la 14e édition du festival est donc de montrer son apport aux industries culturelles, pour un développement durable de la région de la boucle du Moun et par-delà le Burkina Faso. Placé sous le thème « Valeur ajoutée des festivals aux industries culturelles » cas du Festima, ce festival réunit en un même lieu plus de 6 pays africains et leurs masques. Plus de 30 nationalités y sont représentées, avec plus de 2000 touristes internationaux. Le Festima offre également l'opportunité à l'ensemble des acteurs de la culture de réfléchir sur les problématiques de la sauvegarde et de la conservation du masque africain et de proposer des solutions. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais ne décrochez pas. Tout à l'heure à 21h, ça sera le Sport Time avec John William Somda. Demain 13h, Abdourazak Traoré vous présentera l'édition de la mi-journée. Puis à 19h30, je serai là pour l'édition d'Histoire. Merci de votre fidélité.